Et maintenant, l'invité de la matinale, le budget enfin adopté dans les prochains jours, les résultats économiques de Trump un an après, l'ouverture de l'Europe au sud et vers l'Inde, des sujets pour l'économiste Christian Saint-Etienne, y compris évidemment l'immigration économique. Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin au micro de Radio Classique. On va commencer par ce qui fait la une des journaux et ce qui a fait le thème central de l'éditorial de Guillaume Tabar. Est-ce que la France a une bonne politique migratoire compte tenu des besoins de son économie ? C'est effectivement la question en réalité. On peut discuter indéfiniment des flux d'immigration, mais le plus intéressant, c'est la composition de l'immigration. Si on était en mesure d'attirer 100 000 personnes travaillant dans les biotech, le numérique, l'espace, la réindustrialisation, il faudrait les prendre. Donc la question, c'est que dans l'immigration, nous avons 40% de personnes qui sont sans qualification et qui vont, pour l'essentiel, augmenter les statistiques du chômage. Donc, c'est vraiment une immigration en plus qui, du fait de la façon dont on la gère, n'oblige pas les gens qui arrivent à se mouler dans les comportements habituels des Français, mais qui tente plutôt d'imposer ses propres comportements à la population, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Quand on a eu des immigrations massives venant d'Italie, d'Espagne, du Portugal ou de Pologne, ces immigrations se fondaient totalement et très rapidement dans la population, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors il faut aussi rappeler que cette insuffisance d'intégration, elle est due également au fait que la croissance française n'est que de 1% en moyenne depuis 20 ans. On aurait une croissance double, ça favoriserait l'intégration. Mais donc l'enjeu pour notre pays, c'est un enjeu depuis 15 ans, et comme Guillaume Tabar vient de le rappeler, on n'évolue pas beaucoup là-dessus, c'est de mettre en place des techniques qui nous permettent et des mécanismes qui nous permettent de réguler la nature de l'immigration, parce que l'immigration en tant que telle, elle va continuer. Donc on a le choix entre immigration subie et immigration choisie. On est dans l'immigration subie depuis une trentaine d'années, il faut passer à une immigration choisie. Vous dites, Christian Saint-Etienne, qu'il faudrait qu'on ait plus d'ingénieurs pour les biotech, pour l'informatique, etc. Et que on recrute des migrants qui vont grossir les rangs du chômage, mais EHPAD, maisons de retraite, livreurs des Deliveroo, bistrot parisien. Quand on se lève à 5h du matin, les gens qu'on voit travailler sont tous quasiment issus de l'immigration. Oui, mais je vous ai dit que je voulais changer la composition. Je vous ai pas dit que je voulais arrêter l'immigration. On aura toujours besoin de ces petits métiers, d'une certaine façon. Mais la question fondamentale, c'est l'intégration de ces personnes. Donc, il faut faire un effort. Si, à partir du moment où vous mettez en place et vous passez à une immigration choisie, il est clair que ça, c'est pas seulement des modifications législatives. Ça suppose un effort considérable pour apprendre le français à ces nouveaux migrants. Ça suppose de les former au fondement de la société française. Donc je pense qu'il faut faire comme au Canada, former les gens, s'assurer qu'ils possèdent un minimum de compréhension de la langue française, mais surtout de sa culture, du fonctionnement de nos institutions. Donc c'est tout un travail sur le long terme qui n'est pas fait. Et un consensus politique, évidemment. Christian Saint-Etienne, le budget va être très probablement adopté dans les prochains jours. Il n'y a plus d'obstacles politiques majeurs à son adoption. La morale de l'histoire qui a un peu duré quand même, c'est mieux vaut un budget que pas de budget du tout, ou vous êtes de ceux qui se désolent du contenu de ce budget? Alors il fallait un budget de toute façon, notamment parce qu'il fallait impérativement faire passer les 6 milliards de hausse du budget de la défense. C'est absolument clé, mais c'est pas un bon budget. Alors je pense que quand on n'est pas spécialiste des finances publiques et qu'on entend la classe politique, on a l'impression qu'on réduit la dépense publique. En réalité, quand on regarde sur les 2 années 2024 à 2026, dans le cadre du budget qui est en train d'être voté, la dépense publique
public a augmenté de 80 milliards. Donc on a l'impression qu'on réduit la dépense. En réalité, on limite minusculement la hausse. 80 milliards hors intérêt de la dette ? 80 milliards, y compris les intérêts de la dette. Donc on va passer de 1670 milliards d'euros de dépenses en 2024 à 1750 en 2026, c'est-à-dire une hausse de 80. Donc le déficit lui-même ne baisse que marginalement. On était à 170 milliards en 2024, on sera vraisemblablement à 160 en 2026. Donc en fait, l'effort qui est nécessaire n'est pas fait. On reste à un étiage de 5 points de PIB de déficit. Tous les économistes qui travaillent sur la macroéconomie et les finances publiques, de gauche ou de droite, sont d'accord sur le fait que c'est pas tenable et qu'il faut impérativement ramener le déficit autour de 2% du PIB. Alors, on pourrait se dire, ça serait encore mieux de ramener à l'équilibre, mais déjà, si on ramenait à 2% du PIB, ça a un mérite majeur, c'est de casser la mécanique de la boule de neige sur la dette. Et ça suppose donc un effort de 3 points de PIB en 3 ans, 1 point de PIB par an, c'est-à-dire 30 milliards. Donc cet effort n'a pas été fait dans les 2 dernières années. Et ce que je crains, c'est que s'il devait y avoir un choc sur les taux d'intérêt de la dette publique, on serait obligé de faire cet ajustement très brutalement, au lieu de le faire de manière raisonnable. Donc, vous me posiez la question, oui, il faut un budget, mais c'est pas un bon budget. Est-ce que le niveau de pression fiscale a atteint son maximum, ou il y a une tentation de l'augmenter encore, ou est-ce qu'il faut qu'on arrête absolument d'augmenter les impôts pour combler les déficits ? Le poids de la fiscalité en France est très élevé. On a des prélèvements obligatoires qui sont à un niveau historiquement élevé. Donc la question clé, c'est quel type de société nous voulons en fait. Ça, c'est un sujet clé quand on est à Radio Classique. Si on prend le mot de classique au sérieux, nous sommes aujourd'hui la seule démocratie dans laquelle une majorité d'électeurs vit d'argent public. Si vous avez 45 millions d'électeurs inscrits sur des listes électorales, vous avez 17 millions de retraités, 6 millions de fonctionnaires avec les familles, plus tous les allocataires d'une façon ou d'une autre. Donc nous sommes la seule démocratie moderne avec une majorité d'électeurs potentiels qui vivent d'argent public. Donc ça transforme la nature de la société, et c'est pour ça qu'on aura besoin de toute façon de faire les réformes sur l'âge de départ à la retraite, de transformer et modifier les allocations diverses, parce que c'est pas une question de gauche et de droite, mais on est dans une situation où aujourd'hui, si on s'organise bien, vous avez 20% de la population active qui n'a quasiment pas de différence de revenus entre travailler et pas travailler. Je reçois l'économiste Christian Saint-Etienne, c'est l'invité de la matinale de Radio Classique. Christian Saint-Etienne, je vous entends évoquer ces chiffres qui sont impressionnants. Est-ce que vous diriez que la France mène une politique économique et sociale faite par des fonctionnaires pour des fonctionnaires? Alors, je dirais pas fonctionnaire, mais je dirais que c'est fait par des gens qui pensent en économie fermée, alors que la France est en économie ouverte. C'est-à-dire que si vous écoutez et si vous faites un recensement de toutes les déclarations à l'automne 2024 et à l'automne 2025, et à chaque fois, ça dure des mois et des mois et des mois de propositions d'augmentation d'impôts, ainsi de suite, il n'y a jamais de prise en compte du fait que la France est une économie ouverte, que nous sommes insérés dans l'Union européenne. D'ailleurs, une remarque sur l'Union européenne, la concurrence fiscale et sociale dans le monde, pour la France, elle n'est pas avec la Chine ou l'Inde, elle est à l'intérieur de l'Union européenne, puisque vous le savez, il n'y a pas de minima fiscaux et sociaux à l'intérieur de l'Union, donc on est en concurrence avec l'Irlande, l'Italie, avec l'Italie aujourd'hui, et puis il y a un vrai problème sur la coordination fiscale en Europe, avec ce que j'appelle les 5 renégats,
qui mènent des politiques fiscales de compétition, qui sont l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, Chypre et Malte. Donc ce sont des mini-pays qui jouent du fait que sur les questions fiscales et sociales, à la demande du Royaume-Uni dans la rédaction du traité de Maastricht en 91, on a l'unanimité qui est imposée et donc ça permet aux 5 minuscules renégats de continuer de faire la concurrence fiscale à l'intérieur de l'Union. Christian Saint-Etienne, vous parliez de l'Europe. Elle a signé hier un traité de libre-échange avec l'Inde sur un marché 3 fois plus grand que le marché du Mercosur. Est-ce que c'est ça la bonne direction pour l'Europe, aller chercher ailleurs des partenaires commerciaux, compte tenu de la relation contrariée, compliquée, conflictuelle avec les États-Unis et la Chine? Alors, avant de vous répondre, il faut quand même rappeler que les États-Unis, quand on prend un ensemble de critères, c'est à peu près 23% du PIB mondial, la Chine 20% et l'Europe autour de 17%. Donc, les États-Unis, en plus, sont absolument majeurs dans le numérique, puisque l'Europe, malheureusement, est actuellement une colonie numérique et militaire des États-Unis. Mais quand on prend le poids... C'est un mot fort que vous venez de prononcer. Oui, c'est absolument fondamental. C'est le résultat des 50 dernières années de dérive de l'Union européenne. Mais quand vous prenez le poids des États-Unis dans le commerce mondial, vous faites la moyenne entre export-import des États-Unis au niveau mondial, c'est 11,5, la moitié de leur poids dans le PIB mondial. Donc, j'ai fait ce livre-là, effectivement, Trump et nous, aux éditions Odile Jacob. Je l'ai sorti... Comment sauver l'Europe et la France? Je l'ai sorti il y a une dizaine de mois, et déjà, je disais dans ce livre, et ça se confirme, que ce que fait Trump, ce n'est pas de mettre la main sur le commerce mondial, c'est en fait d'isoler les États-Unis du commerce mondial. Ce à quoi on assiste, c'est que le commerce est en train de se faire autour des États-Unis, et donc il est parfaitement logique du point de vue européen de signer le Mercosur, d'accentuer les relations avec l'Inde, même si ce dont on parle avec l'Inde, c'est un traité très limité, parce que l'Inde est très protectionniste, et il faut accentuer les traités également avec le Japon et les autres pays, mais simplement, il faut anticiper, au lieu de s'en désoler 10 ans après, quand on signe un traité, il faut anticiper qu'il va y avoir des perdants, notamment dans l'agriculture. Alors, j'ai pas le temps de le développer ici, mais j'ai des propositions sur l'agriculture. Il faut faire les ajustements structurels correspondants. Vous viendrez nous en parler une autre fois. Christian Saint-Etienne au micro de Radio Classique, merci. Dernier ouvrage paru, Trump et nous, comment sauver l'Europe et la France. C'est paru chez Odile Jacob.